Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio avec vous, les auditeurs Sud Radio, les amoureux du rugby sur la radio du rugby Sud Radio, et avec notre équipe qui est réunie bien sûr pour parler de cette 21e journée du top 14. Il y a eu des surprises, des exploits, pour parler également du tournoi destination féminin, pour aussi élargir nos horizons avec Philippe Guillard qui sera l'invité de Philippe Spanghero vers 20h15 dans un peu plus d'une heure, et puis on se projettera ensuite sur le gros choc entre La Rochelle et Bordeaux. C'est au Matmut Atlantique, ce sera donc en Gironde et ce sera à vivre sur Sud Radio. On est avec vous aussi, les auditeurs 0826 300 300, le hashtag Sud Radio Rugby, hashtag SRR. Bonjour Yoann Huget et bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà, en direct du studio Sud Radio bien sûr. Philippe Spanghero, salut Philippe. Salut messieurs, quel plaisir de vous voir en vidéo là, cette brochette de beaux gosses. Et tu sais de quoi tu parles. Et Alexandre Priam, rebonjour, hein, on se quitte plus. Voilà, vous étiez à Noëta avec nous, et vous êtes toujours là pour débriefer de cette 21e journée. Quentin Cabanis est là également, et puis Zach Pilon pour vous surveiller les auditeurs sur les réseaux sociaux, et bien sûr faire le relais de vos questions, de vos interrogations. Et je crois en plus qu'il y aura un beau cadeau, Alexandre, à faire gagner aux auditeurs Sud Radio. Alors sur les réseaux sociaux, si vous allez sur la page Instagram Sud Radio Rugby, il y a 2 ballons du Stade Toulousain, 2 ballons officiels du Stade Toulousain à gagner. Sur la page Twitter, c'est un maillot extérieur du Stade Toulousain à gagner. Et puis à l'antenne, d'ici 20h15, on va dire, il y a un maillot du Stade Toulousain à gagner au 0826 300 300. Vous donnera le top départ, mais vous pouvez appeler dès à présent pour participer à l'antenne avec nous, parler du top 14, mais pas seulement. D'ici 20h15, ça veut dire quand même que voilà, il faut être là en embuscade, un petit peu comme certaines équipes. Tiens, on va vous récapituler les résultats de la journée. Le Castres Olympique l'a emporté face au Stade Toulousain 27-17. Montpellier est allé s'imposer à Perpignan 23-22. Toulon s'est imposé sur la pelouse de Lyon 27-23. La section paloise s'est imposée à Bayonne 30-20. Clermont a atomisé Brive 38-10. Voilà pour les résultats avant la suite de cette journée qui se poursuivra donc ce soir. Bordeaux, l'UBB face à La Rochelle, et puis demain le derby parisien, le Stade Français face au Racing 92. Voilà pour cette 21e journée. Yoann, peut-être une image qui nous a marqué, c'est la blessure grave de Chassin Colby. Voilà, il se tordait de douleur, hein. Vous avez connu ça malheureusement, je dirais, mais c'est vrai que ça arrive à un moment où c'est une saison particulière, c'est une saison de Coupe du Monde, et elle nous fait peur un peu, cette image. Effectivement, cette image, elle nous fait peur. Mais je pense que c'est plus l'accumulation des blessures qu'il a depuis 2 ans, connaissant un peu Chelsea, et il a besoin de retrouver de la confiance. J'avais vu dans une interview qu'il avait besoin d'éliminer un peu toutes ces petites blessures, et là, si c'est une grave blessure à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est sûr que ça risque d'être compliqué pour lui pour revenir à temps. Voilà, rien à filtrer encore, Alexandre, hein, sur la blessure de Chassin Colby. On cherche. Hein, c'est voilà, on imagine, mais c'est vrai que on a cru voir un peu une fracture. On rappelle les faits. Il marque un essai, et en rebondissant sur sa joie, on va dire, comme il fait un peu comme un gymnaste, hein, il a cette qualité musculaire là pour rebondir. Il a le pied qui se tord, et il se tord de douleur ensuite. Il est évacué entre deux soigneurs. Il se fait bander le pied, tendon d'Achille, fracture, entorse. On verra ça en tout cas, mais c'est une bien mauvaise nouvelle, même si pour Toulon... Il avait l'air de se tenir la malléole, hein, pour être honnête. Voilà. C'est vrai que ça ressemblait à ça, mais en tout cas, Philippe, c'est une image qui vous a marqué, j'imagine aussi, parce qu'il est beau l'essai qu'il met Chassin Colby, et tout de suite la joie est contrebalancée. Ça fait partie d'une des images fortes de la journée et peut-être de la saison. Ouais, c'est un bel essai, il se le pèle, hein. Il navigue entre plusieurs défenseurs pour aller marquer. C'est un temps fort toulonnais. C'est aussi le signe un peu du renouveau de cette équipe du RCT. On y reviendra avec ce gros coup réalisé à l'extérieur, et c'est en effet une mauvaise nouvelle pour lui et pour son club aussi de Toulon, au-delà de
de la sélection et des Springboks. C'est vrai qu'à la vue des images et de la douleur de Colby, j'ai malheureusement du mal à croire à une entorse, quoi. Ça a l'air malheureusement plus sérieux que ça. Donc en tous les cas, on attend des nouvelles, mais c'est une mauvaise nouvelle pour lui et je le répète pour le RCT, parce que je crois que le RCT est dans une dynamique de fin de saison dans laquelle il aurait bien eu besoin de ce joueur qui est capable d'être un facteur X quand il est dans les meilleures conditions. Ouais, d'ailleurs, on va peut-être commencer avec cette performance, parce que c'était le choc du haut de tableau. Toulon face à Lyon. Toulon qui l'emporte 27-23, 3 essais à 2. On va dire comme l'an dernier, Johan, ces Toulonnais vont faire le coup, parce que c'est vrai que c'était important eux, dans leur course à la qualification, et du coup ils réintégraient le top 6. Mais vous, quand vous avez vu ça, vous avez dit ils auraient dû peut-être sur la dernière pénalité la tenter, peut-être pour sortir les Lyonnais du bonus défensif. Oui, clairement, parce que c'était pour revenir à la performance de Toulon. Ils étaient dans une phase de tournant pour ce championnat, c'est-à-dire que s'ils ne gagnaient pas aujourd'hui, ça va être compliqué pour entrer dans les 6. Ils ont fait l'effort et il fallait gagner à l'extérieur, chez un concurrent direct. Ils l'ont fait à Lyon, bravo. Mais tous les points comptent. Et cette dernière pénalité, je ne comprends pas le choix de Charles sur Charles Olivon sur la fin de match, où c'est quasiment une pénalité. Elle est lointaine quand même. Elle est lointaine, mais je pense qu'il peut avoir confiance à son buteur. Après, ils ont 100 mètres à remonter. Ça se comprend, mais ils vont quand même jouer la place de qualificative avec ces Lyonnais, effectivement. Donc je comprends pas trop ce choix, parce que ça doit être tous les points vont compter jusqu'à la fin. Philippe Sponguero, vous comprenez voilà ce choix de Charles Olivon, ou vous êtes plutôt sceptique comme Johan? Je suis plutôt sceptique. Après, je le comprends un peu mieux, parce que d'abord, cette victoire, elle était très importante. Donc, en effet, il y a 100 mètres à remonter, mais on ne sait jamais. Donc, ils ont voulu assurer la sécurité. Aujourd'hui, directement, ils sont pas en concurrence avec les Lyonnais. C'est un peu plus bas que ça se joue, même si ils sont à 2 matchs, à 2 victoires de repasser devant. Hein. Mais je suis d'accord avec Johan dans le sens où il faut être froid et pragmatique. Et s'ils visent en haut, il faut enlever des points à tous ceux avec qui ils vont être à la course à la fin. Mais je comprends aussi un peu la fébrilité et la volonté d'assurer définitivement une victoire qui était vraiment très importante dans la course à la qualif. Là, Philippe, si Lyon ne prenait pas le bonus, ils étaient à quasiment 2 points de Lyon. Hein. Les Toulonnais. Oula. Tu vois. Ouais. Mais ça prendra, parce que tu es tout nouveau. Il faut pas trop nous aborder sur les chiffres, hein, parce qu'on a au-delà de 10 points. Après, on est perdu quand il faut faire des plus et des moins. Et c'est vrai que ça dépend quel chiffre, Philippe. Hein. Voilà. Voilà, c'est parti. Le MAG sur Sud Radio, bien sûr. Johan Huget, bien dans l'esprit de l'équipe Sud Radio, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas aussi la différence entre une équipe comme celle que vous avez connue et fréquentée pendant de longues années, le Stade Toulousain, qui est quand même toujours dans une logique de gagner, et puis une équipe qui se reconstruit comme Toulon, et qui sur des moments un peu clés comme ça, elle manque aussi peut-être de repères ou de sécurité, même si elle a des joueurs confirmés. Hein. Ils ont des joueurs confirmés, mais c'est surtout par rapport à leur début de saison. Je pense qu'il manque encore un peu de confiance. Ils ont fait ce coup, c'est très bien pour leur capital confiance. Mais c'est une équipe qui reste encore fragile, je pense, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance à peut-être leur défense sur 100 mètres, chose qui est quasiment impossible, hein, de marquer sur une dernière action comme ça. Bon, malgré tout, s'ils restent concentrés, mais c'est un peu les restes de leur début de saison qui manquent de confiance. Et voilà, mais c'est un match où ils doivent avoir le sang-froid, comme l'a expliqué Philippe, pour aller chercher, surtout sortir les Lyonnais de ce point de bonus défensif. Une stat sur ce match, Lyon face à Toulon, on le rappelle, remporté par les Toulonnais 27-23, Alexandre. Oui, la stat, elle est côté toulonnaise, avec une jolie stat de 100% des rucks gagnés. Aucun ballon perdu dans les rucks du côté du RCT. C'est un 39 sur 39, qui est plutôt rare, hein, quand même. Aucun ballon perdu sur les rucks du côté du RCT durant cette partie.
Ouais, ben c'est pas mal et ça vient aussi. Enfin, moi, j'ai personnellement, je sais pas ce que t'en penses, Johan et Philippe, j'ai personnellement trouvé le banc toulonnais très performant. Il n'y a pas que Dan Bigard ou Benoît Payog, mais dans c'est le remplaçant Deveau qui gratte ce dernier ballon. Il y a eu un effort collectif et un apport du banc qui a notamment malmené ces Lyonnais. Ils ont beaucoup mis la pression dans le camp du Loup. Oui, ils ont réussi à faire une énorme défense aussi en fin de match avec tous les remplaçants qui sont mis au diapason. Et c'est important dans ces moments-là que tout le monde soit concerné et concentré sur l'objectif. Et je pense qu'ils avaient vraiment coché ce match-là pour que ce soit un tournant dans leur saison et viser plus haut. Et on a senti des Toulonnais qui étaient vraiment venus pour gagner et en découdre parce que le match a été serré. Mais ils étaient pas mal de fois devant, ils maîtrisaient leur sujet plus que les Lyonnais en tout cas. Tu l'avais annoncé que ce serait un super match, Johan, cette semaine sur nos réseaux sociaux. Tu l'avais dit, ce sera un match à regarder. Bah, tu vois, bingo. C'était vraiment super. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas devant ce match. Ouais, avec des internationaux quand même, on a vu aussi qu'ils étaient en forme. Dumortier est très présent, Couillou également jusqu'à sa sortie, et puis également Charles Olivon et le grand Tao également qui a été très performant côté lyonnais. On va descendre dans le classement parce que la bonne opération, c'est Montpellier qui l'a faite 23-22 à Perpignan. Philippe Spanghero, c'est un peu, ils sont fait peur quand même. Ils aiment jouer avec leurs émotions. Les Montpelliérains, les champions de France, là, ils sont passés devant à la 73e. Ouais, ils sont passés devant à la 73e, ils n'ont rien lâché et on sait à quel point c'est difficile cette année d'aller faire un coup à Aimé Giral. On voit que le public qui est au soutien, c'était encore à guichet fermé du côté de la Catalogne aujourd'hui. Ils ont l'habitude, ces Catalans, de jouer pour le maintien, mais avec beaucoup d'ambition dans le jeu. Et c'est vrai qu'ils ont pris le match à leur compte. Ils ont détaché au score quand même cette équipe du MHR une partie du match. Et puis elle recolle, je crois qu'elle revient, elle était dépassée de 9 points à 10 minutes de la fin du match. Et puis il y a cet essai qui les fait recoller à 2 points et une très grosse fin de partie que les Catalans n'ont pas su enrayer. Donc clairement, c'est la bonne opération du côté du MHR qui peut continuer à rêver du top 6. Mais du côté de l'USAP, c'est un gros coup derrière la tête parce que finalement, ils font quand même un match assez abouti. Et ils pourront se poser quand même pas mal de questions sur la façon dont ce match leur échappe, parce qu'ils ont fait jeu égal avec cette équipe du MHR, ils ont manqué de réalisme sur quelques temps forts, mais en tous les cas, avec la super opération de la section, on y reviendra, c'est l'USAP qui se remet en difficulté avec une place de barragiste. 77e très exactement, il me semblait que c'était un petit peu avant, mais 77e si j'en vois le compte rendu de certains de nos confrères. La stat pour Alexandre sur ce match Montpellier en déplacement à Perpignan. C'est une double stat sur les défenseurs battus. Boutier a battu 6 défenseurs durant cette rencontre. Et en face, il y a eu Maméa Lemalou, 8 défenseurs battus. Le troisième ligne centre de Perpignan, ça n'a pas suffi face à des Montpelliérains qui ont fait la différence en seconde période. Oui, et des Montpelliérains, Johan, qui peut-être, là, on va dire ce revirement, ce sursaut à la 77e qui les a fait passer devant, il peut peut-être être crucial dans leur fin de saison, là, parce que il a fallu cette victoire à l'extérieur. Ouais, ils étaient obligés, de toute façon, de passer par une victoire à l'extérieur pour raccrocher ce wagon des 6. Et pour eux, c'était important aussi d'aller s'imposer chez un concurrent qui jouait un concurrent qui jouait surtout le maintien également. C'est pas évident, comme l'a dit Philippe, de gagner chez les Perpignanais, mais ça prouve encore l'état d'esprit qu'ont ces Montpelliérains pour aller chercher cette victoire qui est importante pour la suite de la compétition. Ça peut les remettre entre guillemets dans on va dire, c'est le printemps, les phases finales qui arrivent, il y a les 8e de Champions Cup la semaine prochaine, ils vont à Exeter. Ça peut être un petit déclic? Un petit déclic, je sais pas, mais en tout cas, ils vont recevoir Castres après la période de la Coupe d'Europe. Donc, c'était important pour eux de s'imposer à l'extérieur. Ils me sont en manque de points et il fallait chercher des points. De toute façon, il va falloir qu'ils aillent chercher des points un peu partout parce qu'ils sont encore un peu loin des 6, 4 points, 4-5 points. Donc, ça va être important pour eux, pour la suite de la compétition, de
de garder et d'emmagasiner de la fraîcheur et que tout le groupe soit concerné surtout. Ouais, réception de Castres, déplacement à Bayonne, réception de Brive, réception du Stade Rochelais, déplacement à Pau. Voilà le menu des Montpelliérains après leur 8e de Champions Cup à Exeter. Ce sera dimanche prochain. On le suivra d'ailleurs sur Sud Radio à partir de 13h. On va se retrouver dans un instant pour la suite de ce débrief avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, avec toute l'équipe et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. 19h20 sur Sud Radio, merci de nous rejoindre si vous n'étiez pas encore avec nous, mais vous êtes au bon endroit pour parler de sport, de rugby avec Yoann Huget, avec toute l'équipe Sud Radio, Philippe Spanghero bien sûr, et puis vous au 0826 300 300. On débriefe cette 21e journée, on a parlé de la victoire de Toulon à Lyon, de Montpellier à Perpignan, le succès maintenant peut-être de Pau à Bayonne, Yoann Huget, surprenant ou pas? C'est la surprise de la journée selon vous, cette victoire 30-20. Alors c'est un match délocalisé à Anoeta, ça a peut-être pesé aussi dans ce derby du 64. Moi sur le match, clairement ça a pesé, je pense, sur les Bayonnais. Après, avant le match, on n'aurait pas misé forcément sur une équipe paloise qui allait s'imposer à Bayonne, parce qu'on les sentait tellement forts à domicile et tellement en plein de maîtrise. Aujourd'hui, on a trouvé des Bayonnais, alors après une semaine de vacances ou 15 jours, il faut se remettre un peu dedans. Il y a eu beaucoup de fautes des Bayonnais, des fautes de main, beaucoup de pénalités. Je sais pas, à chaque fois qu'ils perçaient, ils faisaient tomber le ballon. Ils ont manqué un peu de maîtrise sur ce match et les Palos ont joué le coup parfait à l'extérieur, clairement. Oui, ils ont fini fort, ces Palois, Philippe Spanghero. Ils ont même été assez réalistes avec ces deux essais en deuxième mi-temps là, de Laporte notamment. Comment vous les avez trouvés? Ils vous ont surpris, vous, ces Palois qui sortent de la zone rouge, hein, du coup? Oui, ils m'ont surpris. J'ai été surpris par leur volonté de venir jouer leur chance et de participer au spectacle. C'était quand même une fête magnifique pour le rugby. Cette délocalisation à Anoeta, il faut saluer quand même ce qu'est capable de faire en ce moment ce club de Bayonne. Mais c'est clair qu'on les a sentis quand même un peu oppressés par l'enjeu. Peut-être ces Bayonnais, ils sont peut-être mis une pression tout seuls avec cette délocalisation parce que on les a vus avec beaucoup de difficultés à rentrer dans ce match. C'est les Palois qui ont pris le match à leur compte tout de suite. Donc très gros premier quart d'heure. Ils n'ont pas été forcément très réalistes parce qu'ils marquent peu finalement dans cette entame où ils ont eu la maîtrise du ballon. Et puis ensuite, par contre, très opportuniste sur cet essai de Gailleton avec son par-dessus contré, récupéré. Et puis ensuite, on joue très bien dans la défense. L'essai de Laporte aussi, où il y a quand même une certaine passivité défensive là sur le jeu au pied de Zach Henry qui est magnifiquement joué. Hein. Mais en tous les cas, c'est une grosse performance de la section. C'est le deuxième match référence pour moi de la section cette saison après ce match, cette victoire à l'extérieur à La Rochelle. Et ça leur permet bien sûr de sortir de la zone rouge. Et par contre, la mauvaise opération, elle est pour les Bayonnais qui sortent de ce top 6 et qui avaient quand même la possibilité avec une victoire à domicile de bien s'installer à l'intérieur de ce wagon. Oui, effectivement, et ils en sortent d'ailleurs du top 6, les Bayonnais, on y reviendra plus précisément. La stat peut-être, Alexandre, sur ce match à Anoeta et qui a souri donc aux Palois. Une stat assez folle pour les Palois dans cette partie. Ils ont perdu que 3 ballons durant tout le match. 14 pour Bayonne, 3 pour Pau. Mais surtout, la stat dingue, c'est le nombre de pénalités. Seulement 2 fautes de la section paloise durant 80 minutes. 2 fautes à 9. Une discipline quand même assez extraordinaire. Pas vraiment le souvenir d'avoir une équipe qui termine un match à seulement 2 fautes. Vous n'avez pas de problème de stats c'est pas la machine qui est déréglée. C'est les stats officielles de la Ligue nationale de rugby. Ah bon, ok, d'accord. Non, c'est impressionnant. Une feuille comme ça de discipline. Ouais, c'est rare. Il faut l'encadrer. Il faut en profiter et surtout montrer qu'ils sont capables de le faire. Tout simplement, depuis le début de la saison, ils sont en dents de scie sur leur performance. Et aujourd'hui, ils ont montré une performance assez pure, on va dire, très peu de fautes. Et du coup, il va falloir qu'ils s'appuient sur ça pour la suite de la saison, parce qu'ils ont fait un grand pas vers le maintien. Gailleton, il a encore inscrit un essai. Est-ce que ça pourrait être la surprise de la Coupe du Monde? Le 10e cette saison. Ça peut être, mais je pense qu'aujourd'hui le groupe est quand même
est quand même fermé, et ça va être difficile pour sortir déjà un groupe qui est un joueur qui est déjà dans le groupe du 15 de France. Donc, mis à part une blessure, faire rentrer quelqu'un, je ne crois pas aujourd'hui. D'accord, mais c'est vrai qu'il a quand même combien, 10 essais en 16 titularisations, en 14 titularisations, 10 essais. Ouais. Très beau. Voilà. C'est très très beau. Ouais, c'est pas mal effectivement, et il a encore inscrit un essai. Autre fait marquant de la journée, c'est quand même la défaite sévère de Brive à 0 points. Brive est condamné ce soir, Philippe Sponguero. Allons droit au but dans cette question, mais on a la sensation en tout cas sur ce qu'on a vu qu'ils pourront plus réagir. Ouais, au-delà du plan comptable, là, ils sont à 9 points de l'USAP barragiste ce soir. Mais au-delà de ça, c'est vrai que dans le contenu, il y a eu quelques éclairs de cette équipe sur cette saison, mais on les sent quand même loin des autres équipes qui se battent pour le maintien. Donc en plus il y a un peu moins de profondeur de banc, on le voit, et puis ça décroche aussi dans les têtes. Là, on le sent sur des matchs comme ça qui sont des matchs importants. Il y a beaucoup de fébrilité, beaucoup de fautes, avec deux cartons jaunes quasiment coup sur coup en première période, qui les met en grande difficulté. 2 jaunes, 2 rouges. Donc je pense que sur la stade de la saison, en termes de cartons, Brive a quand même les valises qui sont pleines, malheureusement. Donc ouais, même si comptablement c'est pas mort, je vois pas comment il pourrait raccrocher le wagon du maintien. Oui, ça va être long. Johan, vous pariez pas à votre maison? Ouais, non, mais c'est une situation difficile. Il peut parier parce qu'il en a plusieurs, donc il peut en parier. Ou au Monopoly, peut-être, au Monopoly, mais... C'est sûr qu'on peut pas parier avec Philippe, il parie des hôtels, lui, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais pour revenir au Brévis, déjà, ça va être très difficile pour eux mentalement, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un match abouti sans faire de faute. Il y a 2 cartons rouges encore aujourd'hui. Ça montre une équipe qui est en peine, peut-être physiquement, mentalement, et aujourd'hui, d'après ce qu'on voit à la télé, ça va être compliqué. Oui, ça va être long en tout cas pour les Brévistes cette fin de saison, et c'est vrai que le travail de Patrice Collazo s'annonce encore délicat jusqu'à la fin de la saison. Un petit Ils sont mot qualifiés pour les quarts, non ? de challenge. Ouais. Ça, c'est Alexandre qui est spécialiste du challenge. Ah. Ouais. Bon bonjour, ça va vous que voulez-vous savoir? Le challenge européen, c'est ça? Ah, les Scarlets, ils peuvent se faire un peu de... bon courage. Ils peuvent se faire un peu de plaisir là-dessus. Oui, on l'espère et on leur souhaite en tout cas. Castres qui bat Toulouse, c'était aussi en début de journée, Johan. Vos anciens coéquipiers, votre club de cœur battu, et pourtant il y a eu des belles choses, mais voilà, l'envie castraise était supérieure. Le réalisme castré était supérieur aux Toulousains. On a vu une équipe, on a vu un très beau match avec des Toulousains très entreprenants dès le début de la partie, avec plusieurs percées. Mais ils n'ont pas su concrétiser clairement leurs actions, avec la dernière passe un peu approximative à chaque fois. Et des essais pour les castrés un peu faciles, notamment je pense à cet essai sur une touche perdue dans les 22 mètres castrés, et ça fait essai derrière. Voilà, c'est dommage pour une équipe toulousaine qui était venue avec réellement des ambitions, en ayant fait tourner aussi, et des joueurs qui se sont révélés. Je pense au petit Paul Cos qui a fait un très très gros match, et voilà, il a fait plaisir. Oui, c'est vrai que la jeunesse est là, et c'est vrai qu'elle, aujourd'hui, c'est dur, je trouve, pour les joueurs quand on lit Toulouse fait impasse. Voilà, c'est fait impasse, oui, par rapport à son effectif, mais quand on voit l'énergie déployée par les joueurs, c'est vrai que c'était pas, franchement, ça ressemble pas à une impasse des Toulousains, quoi, aujourd'hui. Non, on peut pas faire une impasse quand on va jouer à Castres, c'est pas possible. Et connaissant un peu l'équipe, voilà, c'est pour eux une manière de montrer qu'ils ont tous les atouts pour intégrer le groupe pour la fin de saison, surtout sur ces joueurs-là, et tout le monde joue pleinement et crânement sa chance. Oui, lui aussi il joue sa chance, c'est Alexandre, parce qu'il offre des cadeaux comme ça, ça lui prend. Ah ouais. Vous avez dit d'ici 20h15, c'est maintenant?
C'est maintenant, effectivement, c'est maintenant. Le Stade Toulousain qui a joué du côté de Castres avec le maillot extérieur, le très joli blanc et rouge. Sud Radio vous le fait gagner dès à présent. 0826 300 300, 0826 300 300. Vous appelez et vous gagnez votre maillot du Stade Toulousain, le maillot officiel extérieur du Stade Toulousain. Donc au 0826 300 300. Ouais, j'arrête Johan parce qu'il est sur son téléphone là. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite du MAG sur Sud Radio pour bien sûr le tour de table de l'actualité, parler de rugby féminin et continuer à vous faire plaisir avec des cadeaux. Restez avec nous. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 et vous êtes nombreux à appeler parce qu'il y avait un beau cadeau juste avant la pause. Voilà, si vous avez raté, c'est peut-être un peu tard. C'était quoi d'ailleurs ce cadeau Alexandre que tu as généreusement avec toute l'équipe offert? Le maillot extérieur du Stade Toulousain, le blanc et rouge, très joli. De cette saison qu'on vous offre sur Sud Radio au 0826 300 300. On a beaucoup d'appels, vraiment c'est. Oui, faites travailler Quentin. Ben oui, c'est notre très joli standardiste. Rémi Brica, Cabanis. On a un gagnant. Eh oui, on a un gagnant et on va prendre la direction d'un département que tu ne connais pas, François, du 33. Et tu veux tout savoir. Tout à fait, la Gironde donc. Exactement, et d'une ville qui s'appelle Léogéat. Voilà, si je ne prononce pas. Ouh là là. Je pense que Adam va me corriger. Adam est avec nous, bonsoir Adam. Oui, bonsoir. Donc vous appelez d'où? Parce que là je ne sais pas s'il a mal écrit le nom ou si... C'est Léoja. Ouais, Léoja, voilà. Exactement, Léoja, à côté de Sauternes. Ah ben oui, oui, tout à fait. C'est un peu plus connu. Voilà, c'est vrai. Pas très loin de Cadillac non plus. Voilà, exactement. Mais tout à fait, on connaît la région. C'est sur la route entre Bordeaux et Toulouse. Oui, voilà, pas très loin de Langon. On va pas faire non plus toute la géographie girondine. Il est sur la route d'ailleurs, je crois. Bon, Adam, vous avez gagné donc un maillot du Stade Toulousain. Yoann Huget est là. Voilà, vous pouvez lui poser une question. Une question, j'ai pas spécialement une question, mais par contre, je trouve qu'il a arrêté un peu tôt sa carrière, il aurait pu continuer un peu plus. Voilà. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais en tout cas, j'en avais assez, c'est gentil, mais mon corps se porte beaucoup mieux maintenant. Voilà. Oui, ça, je me doute. Mais bon. Vous êtes supporter du Stade Toulousain ou de l'UBB en habit? Alors, chute, faut pas le dire, mais plus du Stade Toulousain, largement. Ouais, mais il y a beaucoup de supporters toulousains d'ailleurs. C'est quelqu'un qui connaît le rugby, tu vois. Faut pas le dire trop fort, parce qu'après, je vais me faire lyncher quand je vais à Bordeaux, mais sinon... Bon, ce soir, La Rochelle qui est au Matmut Atlantique face à l'UBB, c'est un match important. Est-ce que, voilà, c'est quoi votre sentiment, vous, le Girondin? J'avoue que je pense que quand même Bordeaux à la maison va gagner, quoi. Maintenant, c'est vrai que La Rochelle c'est gros calibre aussi, donc bon. Ça va être un match à pas manquer à mon avis. Ouais, tout comme le virage là que vous vous apprêtez à faire, parce qu'on entend le clignotant, Adam. Non, je me suis j'enlève le clignotant, je me suis arrêté en fait. Je me suis arrêté. Non, mais aucun problème. En tout cas, vous avez le bon réflexe. Montez dans la voiture, vous mettez Sud Radio parce que vous savez qu'il y a du rugby. Comme ça, au moins, vous savez que le samedi, c'est rugby. Par hasard. J'ai travaillé toute l'après-midi et j'étais sur radio aussi pour suivre tous les matchs, quoi. Voilà. Et un résultat qui vous a marqué, vous, dans cet après-midi de la 21e journée Bayonne. Ouais, Bayonne battu par Pau. Ouais. Oui, là, c'était un peu la surprise quand même, je pense. Voilà. Et puis après, je suis un peu déçu par Brive parce que je connais un joueur, Enzo, qui joue là-bas. Et Enzo Hervé. Parce que je suis du Bug et donc comme lui aussi, il est du Bug. Et c'est vraiment triste de cette saison-là pour Brive. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, pour vous, les carottes sont cuites? Oui, je pense que, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais je crois que c'est peut-être Johan. On voit que mentalement, ils sont plus, quoi. Ça décroche, quoi. Ils ont peut-être effectivement basculé là définitivement dans la Pro D2 après cette large défaite à Clermont. Merci. Si on fait le allez-y. Si on fait le parallèle avec Pau, mentalement, par exemple, on voit que Pau, il lâche rien, quoi.
même si c'est pas exactement la même place, mais bon, voilà, on sent que mentalement, ils veulent aller vraiment de l'avant, quoi. Ils veulent s'en sortir, les Parois. Et le rugby club Bugois, 22, qui a 22,8e de Fédéral 3 cette saison, et qui affrontera d'ailleurs demain le stade Marie-Valois. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, votre cœur donc Bugois et bat toujours, même si vous êtes en région bordelaise. Merci en tout cas, Adam. Et une petite dédicace à Pierre Jouvin de Agen, qui a démarré en équipe de France des U20 cette année, et qui est aussi du Bug. Eh ben voilà, club formateur, très bon club de formation. Oui, Carlan SM aussi. Ah oui. Ah oui. Voilà. C'est pas mal. Alors, on félicite en tout cas d'avoir joué avec nous, d'avoir gagné ce maillot du Stade Toulousain. Et ne raccrochez pas parce que Quentin, sinon, il fait les gros yeux et nous, après, on passe une sale soirée. Je veux le maillot. Ah, voilà. C'est comme en équipe de France, il faut aller le chercher le maillot. Et vous êtes allé le chercher. Bravo, Adam, d'avoir été avec nous, avec toute l'équipe Sud Radio, bien sûr. On va passer au tour de table de l'actualité. On vous rappelle le principe. C'est un fait marquant de l'actualité et on va donner la parole à un des habitués. Pour commencer, on terminera par Johan. Tiens, avec tout d'abord Philippe Spanghero. Qu'est-ce que vous avez retenu, Philippe, cette semaine ? Alors moi, j'ai retenu une interview qui paraît lunaire, mais on peut quand même s'interroger sur un thème qu'on a abordé régulièrement. C'est le basketteur Thomas Hurtel qui joue en Russie en ce moment et qui a donné une interview à l'équipe cette semaine qui a fait un peu polémique, où il comprend pas très bien ce qu'on lui reproche de jouer en Russie dans un club financé par Gazprom, qui est quand même une entreprise d'État, qui est quand même très liée au gouvernement russe. Et on connaît l'actualité bien sûr politique et militaire. Mais ça, au-delà de ça, ce discours très cash de ce joueur qui dit que lui, il voit pas pourquoi il aurait à tenir compte des enjeux politiques qui cautionnent rien de ce qui se passe en Russie, qui joue dans un club de basket. Alors ça a beaucoup interpellé sur les réseaux sociaux, notamment cette semaine, cette posture, mais ça amène quand même une vraie question sur la place des sportifs aujourd'hui, parce qu'on voit malgré tout que le sport mondial, dans sa majorité, est de plus en plus soutenu par des entreprises ou des pays qui posent question d'un point de vue politique, géopolitique. Et donc, ces sportifs, je trouve qu'on leur en demande parfois beaucoup. Alors là, pour ce qui concerne ce joueur, je trouve que il a quand même quelques problèmes de communication, parce que il devrait comprendre aussi. Il devrait quand même avoir conscience de la situation et à minima tempérer un peu ses propos. Donc ça, c'est autre chose. Il va quand même très loin, Philippe, pour spécifiquement là-dessus. L'interview, elle est avec Jean-Christophe Collin de l'équipe qui est à Saint-Pétersbourg. L'interview, elle est cash. Elle est vraiment très très cash, hein. Parce que la question ça part un petit peu entre guillemets en vrille quand le journaliste de l'équipe lui dit on peut vous reprocher de faire un choix égoïste, un choix financier, hein, parce que le Zénith de Saint-Pétersbourg le paye beaucoup plus qu'un club français. Alors là, Thomas Hurtel commence à dire alors on me donne un contrat en France et le gouvernement, vu qu'il ne veut pas que j'aille en Russie, il me donne la différence. Et derrière, il dit moi je ne prends pas l'argent des gens qui tuent, et derrière donc le journaliste de l'équipe lui dit bah si, puisque vous travaillez pour Gazprom. Oui d'accord, mais je ne prends pas l'argent des Ukrainiens qui sont morts, dit-il. Et la réponse du journaliste de l'équipe, c'est mais vous recevez de l'argent des gens qui massacrent les Ukrainiens. Réponse de Thomas Hurtel, pas du tout. Cela ne marche pas comme ça. Désolé de vous dire cela, mais c'est ce que pensent les tocards. Toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité d'être à ma place, de gagner ce que je gagne. Alors bon. Effectivement, la communication, elle est particulière, Philippe. Au moins, il est cash. Ça va être compliqué de revenir en équipe de France. La communication est catastrophique, mais c'est vrai que ça amène plein de questions. Moi, j'ai du mal à juger parce que on ne connaît pas les contextes de chacun. Et c'est vrai que les carrières sportives, elles sont extrêmement courtes. Il y a des situations financières individuelles qu'on ne connaît pas. Et donc, il y en a qui, plus facilement que d'autres, peuvent mettre un mouchoir sur quelques principes pour assurer l'avenir d'une famille. Donc voilà, mais en tous les cas, de façon générale quand même, ces dernières années, on a eu le débat plusieurs fois sur des athlètes, notamment des tennisman, sur leur position par rapport au Covid, leur position sur la guerre en Ukraine. On demande quand même beaucoup aux grands athlètes et c'est pas forcément facile, en plus, parce que c'est pas de leur jouer rôle. Et d'être performant.
C'est pas leur rôle, et puis ces conflits, ils deviendront de plus en plus fréquents, puisqu'encore une fois, l'argent va arriver de plus en plus massivement de pays qui posent question. On voit le sujet des Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Est-ce que les sportifs vont devoir y aller, pas y aller ? Donc ça amène quand même tout un tas de sujets très très loin de ce qui les préoccupe normalement. Bon, moi c'était aussi mon tour de table de la semaine. Je crois qu'Alex aussi et Quentin aussi. Oui. On va en venir à celui de Johan. Quand même, réaction sur ce que dit Philippe, parce que c'est intéressant. Est-ce qu'on fait porter trop de choses sur les épaules des sportifs ? Et Johan, toi qui viens juste d'arrêter et qui a connu une longue carrière internationale. Non, on fait oui et non, mais d'une fois que ça part sur le côté un peu politique, c'est difficile parce que on s'engage tellement avec nos valeurs et nos responsabilités qu'à un moment donné, là, on parle de quand même de quelque chose qui nous dépasse en tant que sportif. Et le choix, il assume. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas, il assume son choix. Et aujourd'hui, c'est un choix difficile qu'il a assumé et il est fait, on va dire, de manière incorrecte ou assez déplacée pour un sportif, je trouve. Voilà. Après, on n'a effectivement pas tous les tenants, mais au moins, il va au bout de sa démarche. Je pense que ça va être compliqué. Par contre, derrière, vu sa communication, ça va pas être facile. D'autant que c'est quand même. Après, il a toujours été comme ça. Thomas Hurtel. Il y avait des joueurs qui avaient commencé à se battre pour son retour en équipe de France. Là, ça va être plus compliqué à le souvenir. Boris Dio, qui est quand même l'un des managers de l'équipe. C'est vrai que ça va être peut-être un peu difficile. Mais Thomas Hurtel dit que les coachs veulent qu'ils reviennent, mais que c'est une décision du gouvernement pour l'instant. Donc que la balle est dans le camp du gouvernement. Il dit bien gouvernement. Donc il met un peu le staff en porte-à-faux en plus. Bon, voilà, 100%. Mais en tout cas, merci Philippe pour ce tour de table de la semaine. Johan, votre tour de table, qu'est-ce qui vous a attiré votre attention en dehors peut-être du rugby ? En dehors du rugby, bon, je regarde déjà un peu tout, mais c'est le retour de la moto. Et on espère que Fabio va récupérer sa ceinture et voilà, je suis de tout cœur avec lui. C'est quelqu'un qui m'a fait aimer la moto depuis 2-3 ans et j'ai plaisir à le suivre parce qu'il se bat à chaque circuit. Et l'année dernière, il a eu des difficultés avec sa moto, mais il a rien lâché. Et j'espère qu'il va avoir une moto assez compétitive pour revenir sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, il y a eu les qualifications là, et pour l'instant, on a eu un Marc Marquez qui a été absolument excellent en qualification, et le sprint vient d'avoir lieu, et c'était une victoire de Bagnaia il y a quelques instants devant Jorge Martin, Marc Marquez, Fabio Quartararo 10e, 2 places derrière Johan Zarco au volant, au guidon de sa Bugatti. Il a failli tomber, c'est pour ça qu'il se retrouve à cette place-là. Il a eu chaud. Vous êtes également motard ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Vélo. François attendait un oui, a priori. J'ai pas voulu. Pas du tout. Voulu te sur ce secours, mais non, pas moi. Je suis le motard quand il y a du soleil. Quoi. Vous confirmez, Philippe, pas de Vespa pour la plage, pas de moto pour Johan. C'est pas même pas de scooter. Rien. Si, un petit scooter, mais dès qu'il fait beau, pas plus. Je suis pas Joe le motard. Il a beaucoup d'allure, un scooter. Parce que vous savez, on a été voisins et je le guettais de ma fenêtre et quand il partait le matin, là, comme ça, c'était magnifique. Il faut dire que Philippe, il démarrait à 10h du matin, donc il a le temps de me voir partir. Ça chambre bien, effectivement. Mais il a fait beaucoup de travail à domicile parce que c'était le Covid aussi, comme tout le monde. C'est vrai. Philippe, je viens à votre défense quand même. Et puis il se couche très tard aussi. Il travaille beaucoup. Il se couche tard. Allez, on va parler dans un instant du tournoi des 6 nations féminins qui débute parce qu'un tournoi s'achève, l'autre démarre. Voilà, les Françaises vont débuter la compétition demain. On va en parler dans quelques instants avec l'un des 2 coachs de cette équipe, c'est David Ortiz qui sera avec nous sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Le MAG avec vous les auditeurs au 0826 300 300 et avec bien sûr Yoann Huget, notre consultant rugby, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, tout le monde bien sûr, l'équipe Sud Radio réunie pour parler du tournoi des 6 nations féminins. Alexandre, ça a débuté aujourd'hui par un premier match entre le Pays de Galles et l'Irlande qui a souri aux Galloises, et il y a également l'Angleterre, la tenante du titre, qui rentrait en lice aujourd'hui contre l'Écosse.
Ouais, effectivement, on a vu déjà faut le dire, un cavalier seul du Pays de Galles face à l'Irlande, 31-5. Cavalier seul qui s'est poursuivi sur le deuxième match. De nouveau, c'est le cas de le dire. L'Angleterre a battu l'Écosse 58-7. 58 points marqués par l'Angleterre face à l'Écosse, c'est absolument colossal. Marley Packer s'est offert un triplé à la 57e, 62e, 66e. Là, en 10 minutes, elle a mis 3 essais, Marley Packer. Donc voilà, l'Angleterre est au rendez-vous. Est-ce que les Bleus y seront? On va le savoir avec David Ortiz, qui est l'un des 2 entraîneurs sélectionneurs de cette équipe de France féminine, qui est avec nous en direct. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, ancien entraîneur et formateur à l'Union Bordeaux-Bègles, bien sûr, ancien entraîneur également à Agen, et vous êtes depuis plus d'un an maintenant avec le 15 de France féminin, à peu près un an. Oui, quasiment un an, oui. Depuis la fin du tournoi dernier, j'ai intégré l'aventure. Voilà, une aventure donc qui maintenant vous met au devant de la scène, David, pour ce premier tournoi entraîneur en chef avec Gaël Mignot. Un peu de tension quand même, un peu de pression avant ce début de compétition? Oui, un peu de pression, mais plutôt positive. Je pense qu'on a surtout de l'impatience à l'idée vraiment de démarrer là. Je crois que depuis la fin de l'aventure à la Coupe du Monde, on travaille fort sur ce projet et on travaille surtout pour les échéances et la compétition. Donc forcément, de démarrer, de voir comment ça va se passer et puis de continuer à grandir sur ce nouveau projet. Voilà, avec demain une première confrontation face à l'Italie que vous aviez battu en quart de finale de la Coupe du Monde, mais en match de préparation qui vous avait battu, on s'en souvient. C'est ça, tout à fait. On va dire que les 2 dernières confrontations nous donnent du 50-50, donc voilà, ça annonce la couleur pour demain en tout cas. Johan Huget est donc bien sûr là. Johan, David, Johan, petit échange parce que voilà, c'est une nouvelle ère qui commence pour le 15 de France féminin, Johan. Non, bonsoir David, en tout cas, un petit mot juste pour vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure et surtout de bien démarrer la compétition parce que le premier match est toujours important pour lancer le tournoi et peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est une grosse équipe qui vont affronter pour leur premier match. Voilà. En Italie, Philippe Swanguero, peut-être une petite question pour David. Voilà, pour ce David Ortiz, entraîneur du 15 de France féminin. Non, pas de question, mais comme Johan, d'abord, vous souhaitez tout le meilleur pour démarrer cette compétition. Et après, juste savoir ce que vous pensez de ce nouveau format qui, je trouve, contribue à l'attrait pour le rugby féminin, sans concurrence avec les garçons. Vous êtes bien adapté à ce nouveau calendrier et est-ce que vous pensez que ça sert justement la médiatisation et est-ce que vous mesurez l'impact de cette nouvelle formule en décalé? D'abord bonsoir à tous les deux. Merci pour vos mots. Oui, c'est évident que ce nouveau format un petit peu en décalé, ça donne beaucoup plus de visibilité au rugby féminin. Il n'y a pas de surcharge rugbystique sur les week-ends, donc ce qui permet aussi aux gens de pouvoir continuer à suivre le tournoi. Et puis clairement il y a aussi ce côté un peu climatique qui va peut-être, je sais pas demain en tout cas, mais le fait de rentrer aussi dans le printemps nous permet d'avoir des conditions favorables au jeu. Et puis je pense que les affluences, notamment qu'on attend en Angleterre, montrent bien que finalement cette formule a une réelle attirance et nous permet aussi de continuer à développer et donner la visibilité au rugby féminin. Voilà. Donc nous on s'adapte très bien et on y voit beaucoup de positifs. Du positif aussi, avec quand même une équipe qui a changé par rapport. Vous vous appuyez sur une ossature de la Coupe du Monde. Elles ont été 3e de la Coupe du Monde, vos joueuses. Et là, il y a quand même du sang neuf chez vous. Oui, on a forcément gardé une certaine ossature de cette Coupe du Monde. Après, il y a eu aussi une fin de cycle pour pas mal de joueuses, des joueuses cadres notamment qui ont arrêté leur carrière sur la Coupe du Monde. D'autres joueuses qui n'avaient pas forcément été sélectionnées en Coupe du Monde qui reviennent. Et puis nous, on a souhaité avec Gaël justement créer de l'émulation, apporter vraiment du sang neuf pour stimuler un petit peu tout le monde, que tout le monde puisse
on va dire, tirer le meilleur de soi-même. Et dans ce sens, on a fait appel à quelques joueuses issues de l'Académie olympique, mais aussi des joueuses de clubs qui n'étaient pas forcément fléchées à l'origine, mais qui on pense, peuvent nous apporter et créer l'émulation que l'on souhaite. Alexandre Priam. Il y a forcément un nouveau cycle qui s'est ouvert pour vous et Gaël Mignot à moyen terme. Il y a la Coupe du Monde 2025. Ça ira, on l'espère pour vous aussi au-delà. Il y a ces objectifs à moyen terme et à long terme. Mais quels sont vos objectifs comptables pour ce tournoi destination? Est-ce que vous avez annoncé aux joueuses des choses particulières, chiffrées peut-être, où on est plus dans quelque chose d'un peu plus abstrait sur de la construction? Aujourd'hui, on est plutôt sur valider des étapes, être vraiment sur du factuel. On a besoin de poser de nouvelles bases. On se concentre, ou en tout cas sur ce premier bloc du tournoi, on se concentre sur les notions de défense, de conquête, qui avaient été plutôt positives durant la Coupe du Monde et sur lesquelles on souhaite s'appuyer. Ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'on valide les étapes, qu'on y mette les ingrédients. On tirera le bilan de ces étapes au fur et à mesure. Et puis, on pense que si on respecte, on va dire, cette ligne de conduite et ces objectifs, on va dire, de moyens, les objectifs de résultats arriveront. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un grand événement à vivre à la fin du tournoi à Twickenham face à l'Angleterre. Il faut que l'on se prépare à cet événement et on va le faire en essayant de valider toutes ces étapes pour arriver le mieux possible pour ce match. Avec un record d'affluence en vue pour un match international féminin. Ça sera, je crois, le 29 avril à Twickenham et ça promet. Qu'est-ce qui reste de la Coupe du Monde 2020, enfin 21, mais qui s'est jouée en 22 et notamment en Nouvelle-Zélande avec cette demi-finale perdue? Qu'est-ce qui reste dans votre équipe de ça? Il a fallu reconstruire quand même, repartir, regonfler, parce qu'il y avait de la déception. Après, ça s'est joué à un coup de pied. On peut résumer ça comme ça, David? Oui, après, nous, la chance qu'on a avec Gaël, c'est d'avoir vécu cette expérience en Nouvelle-Zélande, ce qui nous permet de tirer un maximum d'enseignements et de gagner du temps sur la mise en place de ce nouveau projet. Comme je disais, on va s'appuyer sur les points forts que l'on a eu durant cette Coupe du Monde, c'est-à-dire la défense, la conquête. On veut aussi se resserrer sur des notions de valeur, de résilience, de dépassement de soi, de combat. Donc ça va être les premières étapes et on pense que ça a été des choses qui nous restent de cette Coupe du Monde et sur lesquelles on souhaite rester dans la continuité. Après, on a pas mal de joueuses qui l'ont quand même aussi vécu, tout comme nous. Donc voilà, nous, tout le travail qu'on a amorcé depuis janvier a été de tirer les enseignements, de se projeter, de bâtir ce nouveau projet autour des valeurs que l'on souhaite. Forcément, il y a toujours une continuité à un passé, donc on en prend compte, mais on se tourne fortement vers l'avenir parce que c'est vers ça on va et notre vision à 2025 pour la prochaine Coupe du Monde. Alexandre. Justement, quand on parle de l'avenir, il y a bientôt les Jeux Olympiques à Paris, avec une équipe de France à 7 qui aura une médaille olympique à défendre. Est-ce que le fait que de grands talents de l'équipe de France vont être amenés à jouer avec l'équipe de France à 7 peut un petit peu perturber l'équipe de France à 15, ou en tout cas vous oblige à vous ajuster et ne pas pouvoir les intégrer tout le temps dans cette équipe de France à 15? Non, c'est avant tout un atout pour nous. Je crois que notre projet, il dépasse le 15 de France féminin. On a un projet avec qui on partage, notamment avec l'équipe de France à 7 féminin, avec leur objectif de Jeux Olympiques. Nous, on le voit surtout comme une opportunité, pour intégrer de nouvelles joueuses à notre projet et créer l'émulation dont je parlais tout à l'heure. Et deux, c'est aussi avoir l'opportunité d'avoir des joueuses qui vont vivre un événement exceptionnel en 2024 lors de ces JO, qui seront potentiellement des filles qui pourraient nous rejoindre pour la Coupe du Monde 2025. Donc autant d'expériences cumulées qui nous permettraient aussi de consolider encore plus notre effectif en vue de la prochaine Coupe du Monde. Donc avant tout, une chance, une opportunité, un réel atout dans notre construction et dans notre vision en 2025. Yoann Huget, on est quand même intéressé par ce rugby féminin parce que notamment lors de la dernière Coupe du Monde, on a vu aussi une qualité offensive. On avait l'impression que les joueuses, on va dire, ne jouaient pas avec le règlement. Elles jouaient, elles se donnaient à fond, elles attaquaient. Je crois qu'il y a eu 34-31 en finale de la Coupe du Monde. Il y a eu 11 essais, je crois, de mémoire. On a l'impression de voir un rugby assez pur. C'est pur, oui. Elles se livrent sans compter.
Et ce qui est plaisant en tout cas, c'est qu'ils essaient de faire vivre un maximum le ballon. Et en regardant la Coupe du Monde, on a pris beaucoup de plaisir. Mais on a pris aussi beaucoup de plaisir à regarder cette équipe de France, comme parlait David, de cette force qu'elles avaient à être fortes en défense, ne jamais rien lâcher. Et c'est sûr que s'ils arrivent à bâtir et à construire cette équipe sur ça, ils vont faire de grandes choses, parce que sincèrement, ils ont fait preuve de résilience tout au long de la compétition, même si on sait un peu l'histoire et que ça a été compliqué durant toute la compétition. Et elles ont su trouver les forces et l'énergie nécessaire pour aller tout au bout. Ouais. Et vraiment à quelques centimètres du rêve de soulever cette coupe, tout comme de retrouver le titre, le sacre du Grand Chelem. Wayne Smith disait dans une interview de Midi Olympique pendant la Coupe du Monde, les garçons ont besoin de bien jouer pour se sentir bien, les filles ont besoin de se sentir bien pour bien jouer. Vous partagez ce résumé, David Ortiz ? Oui, c'est assez juste en termes d'observation et de parole. Je crois que c'est un vrai régulateur et un vrai révélateur de la qualité du jeu, c'est le bien-être. Et voilà, bon, nous, on essaie de construire tout ça ensemble, c'est fondamental. Mais ce qui est sûr, c'est que l'épanouissement sur le terrain vient de l'épanouissement à l'extérieur. Donc voilà, on travaille fort là-dessus et on construit cette équipe dans ce sens-là. Voilà, pour aller chercher un grand chelem, on l'espère, après une victoire demain en Italie en ouverture, un grand chelem à la fin à Twickenham. On aura le temps d'en reparler sur Sud Radio. Merci David Ortiz d'avoir été avec nous. Remise des maillots dans quelques minutes. Je sais, le programme est chargé. Et on espère qu'il y aura aussi pas mal d'émotions et on est tous derrière les Bleus et on suit sur rugby féminin qui nous enchante. Merci David, à bientôt sur l'antenne. Et on se retrouve vite. On se retrouve aussi dans le MAC dans un instant, dans une heure aussi, La Rochelle face à Bordeaux. C'est à Bordeaux pour l'UBB donc qui défie le voisin Rochelais. Mais avant cela, une petite pause, hein, Quentin, c'est ça, c'est l'heure. On y va. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Avec UNUG, avec Philippe Spanghero, avec toute l'équipe Sud Radio pour continuer à parler de sport, de rugby bien sûr. Ne pas oublier la nouvelle heure demain, Johan. Exactement. Attention, donc à 2h, il sera 3h. Mais bon, s'il faut, on ira boire un coup. Voilà, c'est tout. Et on passera une nuit un peu plus courte. Voilà, c'était un petit peu une ambiance de fête aujourd'hui à Anémoueta, une délocalisation entre Bayonne et Pau. Le match a souri au Béarnais. Les Palois sont allés s'imposer à Bayonne 30-20. Mais d'ores et déjà, Philippe Taïeb, président de l'Aviron Bayonnais, qui nous fait la gentillesse de nous répondre. D'ores et déjà, au-delà de l'aspect sportif, on va y revenir dans un instant, mais président Taïeb, c'est une journée réussie. Vous avez, on va dire, relancé les délocalisations à Anémoueta. Bravo. Oui, bonsoir. Je suis pas relancé. Oui, je crois ça faisait 8 ans, hein, je crois, ou 9 ans que c'était pas arrivé. Hein. Ouais, c'est ça, depuis 2014. Bon, elle nous a pas réussi sportivement, mais c'est vrai que la fête a été belle et elle est encore belle. Bon, parce que le sport, des fois amène des satisfactions ou des déceptions. Bon, ce soir, on est déçus du résultat, mais vraiment, la journée, le week-end a été plus que réussi parce que on a rempli ce stade en un mois et demi. Et c'était quand même un challenge important. Voilà, donc c'était la fête au Pays Basque, un peu moins ça Bayonne ce soir. Bon, est-ce que ça veut dire, et Johan Huget va d'ailleurs prendre le relais de mes questions, et Philippe Spanghero également, mais est-ce que ça veut dire que ça vous refroidit pour une éventuelle délocalisation ? Est-ce qu'il y a un peu de superstition quand on perd comme ça, après avoir débauché autant d'énergie pour délocaliser le match à Anémoueta ? Non, je crois pas. Non, il faut rester lucide. Aujourd'hui, on a perdu le match, pas parce qu'on était à Anémoueta, parce qu'on n'a pas fait le job et on n'a pas rempli, les missions qui devaient être les nôtres. Non. La délocalisation est d'abord une bonne opération économique pour le club, culturelle, sociétale, et c'est offrir à l'ensemble du territoire et à tout le Pays Basque la chance de faire un match avec 39 000 personnes. Donc il faut pas s'arrêter à ces superstitions, il faut continuer et j'espère que la saison prochaine, on aura l'occasion de repartir à Anémoueta parce que ça mérite le spectacle. Johan Huget est avec nous, notre consultant Sud Radio. Peut-être une question, forcément. Oui, bonsoir Philippe et bravo pour ce que tu fais depuis ton retour à l'Aviron Bayonnais, parce que voilà. Vous connaissez bien la maison en plus. Un petit peu, il a réussi à remettre un peu de stabilité et de recréer l'engouement, donc c'est déjà bravo. Et je pense qu'aujourd'hui, même si
on a senti quand même des joueurs un peu stressés. Je ne sais pas si c'est le retour des vacances ou donc moi je pense que vous avez tout intérêt à y revenir pour qu'ils s'habituent au stade et à l'événement surtout, parce qu'on n'a pas vu, on vous a pas trop reconnu aujourd'hui sur le terrain malgré tout. Et je me posais la question si c'était dû à l'événement ou si c'était le retour des vacances qui a été un peu compliqué, quoi. Non, je sais pas. Tu sais, le problème, c'est que depuis qu'on a dit que le club était maintenu, il y a une forme de pression qui est retombée. Donc on l'a vu à Perpignan, on fait une très mauvaise première mi-temps. On a aussi des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas l'expérience d'un top 6. Donc on est revenu à notre place. Aujourd'hui, il faut être prudent. Il faut chaque année aller chercher, je le dis, une place dans cette division. Et le jour où on sera prêt pour jouer ce top 6, ce top 4, mais ça se verra. Là, aujourd'hui, on a juste compris qu'on n'était pas encore mûr et certaines défaites font grandir et doivent te faire grandir. Et c'est comme ça que j'ai dit au vestiaire que oui, c'est décevant parce que la fête aurait été belle avec la victoire, mais on est revenu au niveau où on doit être. Donc, on n'a pas rempli ce qu'on devait faire aujourd'hui pour gagner le match. Non, bien sûr, mais là, vous dites clairement que du coup, vous lâchez la 6e place alors. Non, on ne peut pas lâcher la 6e place, mais bon, il faut pas. Toulon qui a été gagné à Lyon, le Racing demain qui joue contre le Stade Français, on va prendre du retard. Après, je veux dire, le problème de la 6e place, c'est jouer une Heineken Cup. Je ne crois pas que le club soit prêt à jouer aujourd'hui une Heineken Cup. Il faut rester prudent parce que si c'est pour semer des volets à Jean Daugé, parce qu'on reçoit le Munster, l'Ulster, ou même La Rochelle ou Stade Toulousain en mode Coupe d'Europe ou Heineken Cup, c'est pas le même que le Challenge Cup qu'on a pu jouer cette année. Donc, il faut qu'on reste à notre place et on va jouer les matchs. Il faut qu'on finisse bien la saison, c'est le plus important parce qu'on le doit au public, on le doit au peuple bayonnais et après on verra où c'est qu'on est à la fin de la saison. Philippe Songuero est avec nous également. Une question pour Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais. Non, pas vraiment une question, mais un constat. Bonsoir Philippe. Alors, on n'est pas là pour tirer les pompes, mais c'est vrai que ce que fait Bayonne cette année, c'est assez exceptionnel. On le répète, mais on sait à quel point c'est difficile de se maintenir en montant de Pro D2 avec ce championnat qui se décide très tard, où c'est difficile d'anticiper le recrutement avec peu de moyens. Et donc, ce qu'a fait Bayonne, c'est quand même assez exceptionnel parce que de s'être hissé si haut, si tôt, je pense que ça a permis de travailler très tôt sur des recrutements stratégiques. On voit que l'Aviron a communiqué très tôt sur de grands noms. Et ça, ce très bon début de championnat, quoi qu'il arrive, l'appétit vient en mangeant et les joueurs sont des compétiteurs. Ils ont certainement envie de jouer les 6 parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas loin de ça. Mais je pense quand même que le plus dur a été fait pour asseoir quand même une forme de sérénité et pour gagner vraiment du temps dans la feuille de route des prochaines saisons pour amener l'Aviron Bayonnais à se stabiliser pour jouer des phases finales. Et j'ai l'impression que de ce point de vue-là, le pari il est réussi parce que ces grands joueurs que vous êtes allés contacter, ils ont certainement été rassurés par la dynamique sportive. Donc en ça, le pari il est réussi. Et puis après, il y a bien sûr l'impact social du club dans cette région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fête magnifique. Il faut se rendre compte de ce que ça implique en termes de risque quand on va louer un grand stade comme Anoeta et qu'on délocalise. Voilà, il y a du risque. Vous avez su prendre des risques. Donc voilà, moi, je voulais vous féliciter pour ça. Et je trouve que voilà, ça fait du bien de voir Bayonne et ce que ça génère autour en haut du rugby français. Voilà. Alexandre Priam, question pour Philippe Taïeb. Oui, je suivais vos propos, Président. Vous disiez effectivement, et à juste titre, que le maintien, voilà, maintenant acquis, c'est quand même un très beau coup fait cette saison par l'Aviron Bayonnais. Mais les supporters commencent à croire à une qualification en phase finale. Est-ce que vous partageriez la déception des supporters s'il n'y a pas de top 6 à la fin de cette saison ? Non, mais bien entendu, la déception, je veux dire, il faut juste être réaliste et comprendre que le top 14, c'est pas une pièce qu'on jette en l'air et qui te dit tu vas faire le top 6. Aujourd'hui, l'Aviron, pour moi, n'est pas encore prêt pour être dans cette partie du championnat. Si on y est, on le fera, mais on s'en est aperçu. Le match qu'on devait gagner, on n'a pas su le gagner, donc c'est prématuré de faire, je veux dire, une saison bonne cette année, mais qui l'année prochaine va vous amener en enfer. Parce que je le redis, être sur une Heineken Cup avec une équipe qui jouera la saison prochaine aussi, peut-être le maintien supérieur. Mais voilà, donc je n'aurai pas de déception si demain on n'est pas dans le top 6. Il n'y a aucun problème. Et
Et je crois que le job a été fait. La première phase, c'était asseoir le club, le maintenir, redonner une dynamique. Et parler de top 14 au mois de mars à Bayonne, c'est je crois, rarement arrivé ou très peu, je n'ai pas souvenir. Bon, nous, c'est vrai qu'on a eu la chance, et on a la chance aujourd'hui de discuter avec nos partenaires, avec le recrutement, avec les joueurs, que de modèles top 14. Et ça fait du bien parce que, comme le disait Philippe, quand tu arrives au mois de juin, et tu ne sais toujours pas dans quelle division tu vas jouer, je peux vous dire que c'est très, 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 très dur de préparer après les partenaires, les abonnés et un recrutement tardif qui ne vous donne pas mais les joueurs que vous souhaitez aussi avoir. Donc, non, il n'y aura pas de déception si on n'est pas dans le top 6. Yohan Huget avec Philippe Taïeb. Oui, Philippe, juste une dernière question, c'était juste par rapport à la fusion. Du coup, on laisse tomber, il n'y a plus de fusion possible, c'est ça? En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que pour fusionner, il faut être deux. Et aujourd'hui, l'Aviron Bayonnais et le club du Pays Basque, on l'a prouvé encore à Mota avec un remplissage en un mois et demi et 39 000 personnes. Encore, Donc, bravo. on va suivre notre route et on va regarder devant et à côté, ça, quelque part, chacun doit travailler et voilà, c'est chacun son problème. Petite question quand même recrutement, parce qu'on sait que vous avez été actif. Est-ce qu'il y a encore des contrats à aller chercher, des noms qui vont apparaître? Parce que c'est vrai qu'il y a cette tranquillité en vue de la saison prochaine. Vous savez que vous serez en top 14. Oui, il y aura encore 2-3 noms. On les veut, enfin on les exige même. Ouais, je les ai pas encore parce que. Et c'est quel poste à peu près Non, il nous faut voilà, ou deux joueurs, je veux dire, dynamiques lourds devant et peut-être derrière, parce qu'on s'aperçoit que il nous manque des joueurs à des postes clés. Et on a fait venir des joueurs aussi expérimentés comme Moharan qui est blessé. C'est quand même important dans des matchs comme aujourd'hui, mais on l'a pas. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que dès qu'on n'a pas nos joueurs de niveau supérieur, ça peut poser problème dans le jeu qu'on veut pratiquer. Donc, non, il y aura encore des recrutements à l'Aviron avant le 30 juin. Vous n'avez pas nous annoncer comme ça là sur Sud Radio, la radio de rugby, Philippe? Non, mais je n'ai pas encore les noms parce qu'il y en a tellement que je sais pas. Ok, très bien. Je tente. Mais bien sûr, il faut toujours tenter. Voilà, c'est dans l'esprit rugby, ça. Merci en tout cas à Philippe Taïeb d'avoir été avec nous. Et voilà, bonne soirée malgré tout. Et bravo encore pour cette délocalisation à Anoeta, le retour du rugby à Saint-Sébastien avant les demi-finales du top 14 qui arriveront donc au mois de juin. Yohan, vous y croyez ou pas au top 6 de Bayonne? Parce que là, il avait l'air plutôt sceptique. Ouais. Ouais, et vous? Non, il a raison. C'est sûr qu'on est pris des fois par l'engouement. Le peuple bayonnais, pour avoir y être allé quelques fois, on les sentait motivés plus que les joueurs d'être dans le top 6 quasiment, parce que ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, la logique de Philippe Taïeb, elle est compréhensible. Ils vont vivre une saison exceptionnelle pour vivre l'enfer la saison prochaine en recevant les têtes de série de la Challenge Cup, donc ou de la H Cup. Ça va être compliqué. Et voilà, une belle 7e place ou 8e place pour eux, ce sera déjà une très très belle saison. Eh bien, on va vous remercier, Yohan, pour ce mag. C'était sympa de vous avoir avec nous, bien sûr, comme chaque fois. On va laisser Philippe avec un invité qu'on connaît bien quand même, Philippe Guillard. Ah ouais, Philippe Guillard qui a officié sur Sud Radio d'ailleurs quelquefois avec Alex Priam il y a quelques saisons. Philippe qu'on connaît tous bien, qui fait quand même partie de ces personnages que tout le monde aime à l'unanimité. Et puis on est revenu très loin sur son histoire avec le rugby et puis sa deuxième vie dans le cinéma et l'écriture en pleine période de promo pour son nouveau film qui sort bientôt dans quelques semaines. Ouais. Donc voilà, c'est un très bel échange à venir. Voilà, en tout cas, on va écouter ça avec intérêt. Une vie de rugby, nouvel épisode. Et puis sur Sud Radio, à venir aussi l'avant-match dans la foulée d'ici une demi-heure environ, autour de l'UBB face à La Rochelle, le gros choc de la soirée. Bonne soirée. Merci Yohan. À bientôt et on vous laisse, Philippe. Salut messieurs. À plus.